Oyez, oyez, damoiselles et damoiseaux, que diriez-vous d'une plongée en plein cœur du Moyen-Âge, au XIIe et XIIIe siècle, dans le nord de la France, au temps des cathédrales, des châteaux forts et des chevaliers? Alors fermez les yeux et imaginez-vous attablés pour un grand festin dans le logis d'un seigneur. Des mets délicieux et à profusion s'alignent devant vous. Ça hume les viandes rôties, le poisson grillé, le brouet aux légumes et le vin aux épices. Les musiciens, jongleurs et montreurs d'ours défilent pour animer le repas. Puis vient le moment des chansons de trouvères, ces poètes qui écrivent en langue d'oïl, l'ancêtre de notre langue française, les troubadours du nord de la France en quelque sorte. Leurs chansons parlent d'amour, de rencontres, de bonheur et de malheur et de croisades. Aujourd'hui, plus de 2300 nous sont parvenus et peuvent encore enchanter nos oreilles. Les plus célèbres d'entre elles sont les fameuses chansons courtoises, qui louent les charmes d'une dame noble et inaccessible. Mais il y en a bien d'autres, très différentes, qui font aussi parler des personnages féminins. Des bergères, des dames de haut lignage, des moniales. Elles y chantent leur tristesse d'un amant lointain, y débattent sur l'amour, ou se plaignent d'un mari trop négligent ou pas assez performant au lit. Toutes ces voix féminines colorent d'une toute autre teinte la lyrique médiévale et m'ont amené à m'interroger. Pourquoi, dans une société plutôt misogyne, où la femme a peu droit à la parole, faire parler ses personnages? Qui écrivait ces chansons et à qui étaient-elles destinées? Sont-elles finalement représentatives de la condition féminine ou ne sont-elles qu'un simple jeu d'écriture littéraire? C'est à travers l'étude d'une 50aine de manuscrits qui ont traversé les siècles pour nous transmettre ces chansons que je vais chercher les réponses à ces questions. Les merveilles de la technologie nous permettent aujourd'hui d'y accéder d'un simple clic sur Internet. Quasiment tous numérisés, ces ouvrages aux feuillets fragiles et délicats peuvent nous livrer tous leurs secrets. Enluminés de 1000 couleurs, plus surprenants les uns que les autres, les textes sont le plus souvent présentés avec leur partition musicale, tels qu'ils étaient chantés dans les cours des seigneurs. En effet, de tradition orale, ils n'ont été couchés sur le parchemin que plus tard. Moines ou laïcs, pourquoi les copistes ont-ils décidé de conserver ces chansons? Combien de chansons à voix féminine ont-ils copiées et quelles étaient les plus populaires d'entre elles? Grâce à une étude linguistique des textes, c'est-à-dire des mots et de leurs relations, je vais aussi observer leur fonctionnement et la représentation de la femme qui est faite. Que fait-on dire à ces personnages féminins et comment? Existe-t-il une rhétorique de ces voix féminines? Sont-elles toujours représentées de façon péjorative? Pour découvrir les secrets de ces voix féminines médiévales, rendez-vous dans 2 ans. En fait, mon objectif, c'était de plonger véritablement dans le Moyen-Âge. Enfin, pour moi, ça paraissait assez facile, en fait, de créer un univers. Et donc, j'ai essayé de concevoir un univers vraiment médiéval, en commençant par une interpellation oyez oyez, comme on peut la connaître donc des crieurs de rue du Moyen-Âge, et de plonger véritablement dans l'ambiance de ces chansons qui étaient chantées donc souvent dans les cours seigneuriales, au cours de banquets, etc. Donc j'ai vraiment essayé de créer l'ambiance en fait du Moyen-Âge pour plonger l'auditeur dans un univers. Je me suis entraînée devant le miroir, devant des amis, devant mon copain, et puis je me suis filmée plusieurs fois avec mon téléphone pour trouver le bon ton, le bon rythme, le bon tempo, les mimiques, les gestes, les expressions qui pouvaient aussi traduire justement cet univers sans que ça soit trop artificiel, mais le plus naturel possible, quoi. Le plus dur, c'est la concentration sur le moment. Quand on est trop volontaire et qu'on veut faire trop bien, on a tendance à trop réfléchir. Et dans ces cas-là, on pense à des milliers de choses en même temps, qui ne sont pas là au moment où on devrait être juste concentré sur son texte. Donc c'était ma crainte, du coup, j'ai beaucoup répété dans ma douche le texte pour vraiment l'imprégner. À vélo aussi, sur la route, je répétais le texte pour qu'il s'imprègne et pour ne pas avoir ce risque du blanc qu'on craint toujours.
Je me suis dit que c'était amusant d'abord, que je trouvais que c'était une bonne idée, que c'était intéressant. J'avais une amie qui l'avait fait et je me suis dit, ah tiens, je pourrais faire ça aussi. L'occasion aussi voilà, de travailler sur la vulgarisation de la science et comment aborder la science auprès de tous. Et puis voilà, le côté ludique, un peu le challenge. Voilà.